Bonjour à tous. Donc, on va débuter ce webinaire sur l'utilisation de la plateforme de dématérialisation des marchés publics. Donc, ce webinaire, il est simplement une présentation plus condensée des formations sur l'utilisation de la plateforme Tealeali que nous faisons habituellement en 3 heures en présentiel à la direction de la commande publique. Nous savons qu'il y a beaucoup d'acheteurs publics, notamment auprès des communes qui sont qui sont dans les îles, et donc qui n'ont pas la possibilité de se déplacer sur des sessions de formation en présentiel sur Tahiti. Aussi, nous organisons ce webinaire ainsi que les deux autres qui suivront pour eux afin qu'ils puissent également connaître les fonctionnalités de la plateforme qui, comme on va le voir, deviendra obligatoire d'utilisation pour l'ensemble des marchés publics formalisés puis MAPA à deux dates différentes. On va commencer tout d'abord par brosser le contexte général de la dématérialisation des marchés publics. Vous voyez tout simplement à l'écran un schéma qui représente les différents flux d'informations ou de documents entre l'acheteur public, situé à gauche de l'écran, et l'opérateur économique, situé à droite, donc les entreprises. Aujourd'hui, les acheteurs publics, quand ils lancent une consultation, type par exemple marché formalisé, ils ont deux possibilités pour déposer leur DCE. Soit ils déposent leur DCE sur l'Expol, afin que les opérateurs économiques puissent se connecter sur l'Expol et récupérer le DCE sur celui-ci. Soit dans la APC, les acheteurs publics indiquent que pour retirer le DCE, il est nécessaire que l'entreprise, le candidat potentiel, envoie un mail à l'acheteur public sur son adresse mail et que l'acheteur public manuellement envoie le DCE à chaque opérateur économique. À partir de la mise en place de la dématérialisation et selon le calendrier des obligations qu'on verra sur la slide suivante, il ne sera plus possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces façons de faire pour mettre à disposition du public le DCE. Ce sera uniquement sur la plateforme Tealeali que les entreprises auront la possibilité de venir retirer le DCE. Donc c'est pour ça qu'on a le premier flux qui est le dépôt du DCE ici et la récupération du DCE qui est uniquement sur la plateforme Tealeali, centre de l'écran. La plateforme Tealeali servira également lors de la consultation de plateformes d'échange de communication. Donc de toute la correspondance durant la consultation devra se faire sur la plateforme. Aussi, les opérateurs économiques, s'ils ont des questions sur vos DCE, sur un élément en particulier qui souhaite vous poser une question, ils ne doivent plus faire comme aujourd'hui, vous envoyer un mail tout simplement sur vos adresses mail, mais poser une question depuis la plateforme. Les opérateurs ont la possibilité de s'inscrire sur cette plateforme, de créer un compte et ainsi pouvoir poser une question sur celle-ci. Et vous devez répondre également par le biais de cette plateforme-là. Évidemment, vous avez la possibilité de répondre à l'ensemble des opérateurs économiques qui ont retiré ou qui retireront le DCE. Un point important supplémentaire, c'est que les opérateurs économiques auront l'obligation de dématérialiser leurs plis. Aujourd'hui, ils déposent des plis papier auprès de votre service ou de votre commune. À partir de la mise en place et des dates qu'on verra juste après, ils auront l'obligation également de dématérialiser leurs plis. Nous sommes en train de faire des formations, de former les entreprises via des sessions de formation qui se déroulent au GrelFoc sur l'utilisation de cette plateforme et sur les moyens qu'ils ont pour déposer des plis dématérialisés aux consultations que vous mettrez sur la plateforme. Évidemment, comme tous les plis seront dématérialisés, vous les récupérez sur la plateforme également. Nous verrons pendant ce webinaire tout simplement comment on doit le faire. Enfin, vous avez tout ce qui concerne la notification donc, de votre décision, soit demande. Au cas où, vous avez des documents supplémentaires à leur demander suite à la CAO d'ouverture des plis ou lors de l'analyse des offres, vous avez des questions sur leur candidature. Vous devez passer par la plateforme également. Et la décision à post-CAO d'attribution devra également passer par la plateforme Tealeali, tant pour le titulaire pressenti que pour les candidats rejetés. Et donc, ce flux numéro 8 passe également par la plateforme Tealeali. Donc, les opérateurs économiques seront informés via la plateforme. En bas de cette présentation, il y a également Chorus Pro. Chorus Pro qui permet tout simplement la dématérialisation des factures.
Nous verrons également dans la slide suivante le calendrier des obligations pour les opérateurs économiques d'utiliser la plateforme Chorus Pro pour déposer leurs factures dématérialisées et non plus vous les envoyer soit physiquement, vous les déposez dans la commune ou vous les envoyez par mail, et donc comment vous les récupérez sur la plateforme. Ce webinaire n'est pas consacré à Chorus Pro. Si vous avez des interrogations sur Chorus Pro, je vous invite déjà à consulter le webinaire qui a eu lieu sur l'utilisation de Chorus Pro, qui avait été fait par la BFIP et qui est disponible sur la page YouTube de la direction de la commande publique. Pour le calendrier de mise en œuvre des obligations de dématérialisation, donc c'est celui-ci. Vous avez tous les éléments qui concernent Teariari, qui est la plateforme de dématérialisation, donc /Safetender, puisque c'est son nom sur la plateforme. Nous l'appellerons Teariari et ça sera également présent dans l'URL de la plateforme. Et Chorus Pro qui est en noir, Teariari bleu, Chorus Pro en noir. Une première obligation qui arrive dans moins de 20 jours, qui est l'obligation de dématérialiser tous les plis liés à des procédures dont le seuil est supérieur aux procédures formalisées, dont le montant est supérieur au seuil des procédures formalisées. Donc, pour les institutions, les services du pays, les établissements, on est à 35 millions. Pour les communes, c'est 20 millions de communes et démembrements, comme c'est précisé à nous. Et ça sera dès le 1er septembre 2025 que cette obligation sera en place. Et donc, toutes les consultations que vous lancerez a posteriori et qui dépasseront, par exemple, les procédures de seuil des marqués formalisés, vous devrez dématérialiser votre consultation et utiliser l'application Teariari. Ensuite, au 1er janvier 2026, c'est une obligation concernant Chorus Pro qui s'applique, c'est l'obligation de transmission de l'ensemble des factures dématérialisées par Chorus Pro pour tous les marchés supérieurs ou égal à 8 millions de francs hors taxes. On parle évidemment là de tous les marchés, donc même si la facture, elle fait, imaginons, 50 000 francs, si elle est liée à un marché qui est supérieur à 8 millions, supérieur ou égal à 8 millions, l'entreprise devra dématérialiser sa facture sur Chorus Pro et vous devrez récupérer la facture sur Chorus Pro. Les entreprises, je précise d'ores et déjà, les entreprises ont un webinaire sur Chorus Pro qui leur est consacré le 25 septembre 2025. Si jamais vous avez des entreprises avec qui vous avez l'habitude de travailler, vous pouvez les orienter sur ce webinaire-là pour qu'ils puissent se renseigner sur le fonctionnement à venir de l'application Chorus Pro pour eux. Je vous présenterai juste après comment ils pourraient s'inscrire. Au 1er janvier 2027, nous avons une double obligation. Tout d'abord, la dématérialisation qui devient obligatoire pour tous les marchés supérieurs à 8 millions. Donc, on comprend tous les MAPA dans le cas présent. Et l'obligation de transmission des factures dématérialisées par Chorus Pro pour tous les marchés qui sont supérieurs à 500 000 francs. Pour revenir pour Teariari, donc vous voyez, c'est les obligations qui sont à partir donc, de certaines dates en fonction des montants, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, par exemple, avoir un marché qui fait 15 millions et tout simplement le lancer dès le 1er janvier 2026 en dématérialisé. C'est simplement que l'obligation s'applique. Vous serez obligé dès le 1er janvier 2027, mais vous avez la possibilité, la faculté, si vous souhaitez, de le faire avant. Pour le coup. On va passer à un point assez lourd, c'est tout simplement la partie qui concerne les clauses, les nouvelles clauses à insérer dans vos règlements de consultation pour présenter la manière dont devront répondre les entreprises à vos consultations. Étant donné qu'il y a un changement sur le fonctionnement, le dépôt des plis, la manière de poser des questions, entre autres, puisque nous verrons qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu pour le coup, il est nécessaire de modifier les clauses de votre règlement de consultation. Aussi, je vous invite à avoir un œil critique sur éventuellement des RC que vous avez l'habitude d'utiliser, des types de modèles que vous reprenez depuis plusieurs années, que vous modifiez à la marge en fonction de vos besoins. Attention, il y a des modifications en profondeur qui vont devoir être faites sur vos modèles. En parlant de ça, je vous ferai passer à la fin de la formation, je vous le mettrai sur le Teams, le modèle actuellement que nous travaillons actuellement sur un modèle qui sera mis en annexe
du Code des marchés publics, un modèle de RC et d'AAPC, qui sera mis en annexe du Code des marchés publics, qui est actuellement en projet, donc qui n'est pas encore officiellement voté, mais qui sera en place pour le 1er septembre 2025 pour l'obligation des procédures supérieures au seuil de marché formalisé. Je vous en parle à la fin de la formation plus en détail. En attendant, on va faire le point sur quelques clauses. Donc, tout d'abord, vous voyez à l'écran les clauses qui indiquent ce dont je vous ai parlé dans mon premier schéma, c'est-à-dire que pour retirer un dossier, l'entreprise devra tout simplement venir retirer le DCE sur la plateforme, donc Teari. Excusez-moi, je peut-être un peu. Elle devra retirer le DCE sur la plateforme Teari et ça sera le seul endroit où ils pourront le faire. On précise qu'ils ont la possibilité de retirer anonymement le DCE, de la même manière qu'ils peuvent également le faire sur l'Expol aujourd'hui. S'il y a un DCE disponible sur l'Expol, ils auront aussi cette capacité de le faire. Simplement, ils ne pourront pas venir avoir une notification sur d'éventuelles modifications de fichiers et des questions-réponses répondues par l'acheteur public sur des questions qui auraient été posées par d'autres candidats. Le paragraphe juste en dessous, c'est tout simplement préciser que les questions devront être posées de la part des candidats sur la plateforme Teari, avec évidemment un rappel sur une éventuelle date limite pour poser des questions qui est celle avant la date limite de remise des plis. Un point important, que tous les échanges, donc toute la correspondance durant la consultation se fait depuis la plateforme Teari et la notification des échanges se fait au moyen de la messagerie électronique présente sur la plateforme Teari qu'on va voir juste après durant ce webinaire. Encore une fois, vous pourrez lire ça en détail, soit sur la rediffusion qui sera présente sur YouTube, ou alors tout simplement dans les modèles de RC. Le modèle RC. Un point important également, c'est que dorénavant, l'ensemble des offres qui seront remises par les candidats n'auront pas à être signées par ces derniers, dans le sens où c'est seulement l'attributaire pressenti qui devra signer son acte d'engagement. Donc on a mis ça en place également dans le but de dématérialiser. On reste encore aujourd'hui sur de la signature manuscrite. Nous n'avons pas encore mis en place obligatoire l'utilisation de la signature électronique, car aujourd'hui, peu d'acheteurs publics et également peu d'entreprises en Polynésie possèdent aujourd'hui une signature électronique. Et donc, on doit rester sur des signatures manuscrites. Donc, c'est pour ça qu'on précise par voie papier. Le paragraphe juste en dessous précise simplement que ce n'est pas parce qu'une entreprise ne signe pas son acte d'engagement qu'elle ne s'engage pas à exécuter les prestations si elle est retenue à l'issue de la CAO d'attribution. On le rappelle ici que le fait de déposer un pli équivaut à un engagement de sa part à l'exécution de la prestation. Un point important également sur cette clause, tout simplement, c'est que tous les dépôts ont lieu en fonction du fuseau horaire de Tahiti. C'est important, c'est-à-dire que la plateforme, elle va horodater tout ce qui va se passer lors de la consultation, que ce soit effectivement le dépôt d'une candidature d'un pli de la part d'une entreprise, que ce soit une question, etc. Elle va horodater tout ce qui va se passer et elle va le faire sur l'heure de Tahiti. Et donc, la remise des plis, l'heure limite de remise des plis se fait également sur l'heure de Tahiti. Donc, il est important de noter ça pour toutes les communes qui se trouvent être, par exemple, aux Marquises, qui ont 30 minutes de décalage avec Tahiti. Elles devront s'adapter. Elles n'auront pas le choix. On ne peut pas venir changer le fuseau horaire de la plateforme Teari en fonction de la consultation. Donc, elles devront s'adapter et avoir tout simplement un fuseau horaire qui est utilisé dans leur RC, le fuseau horaire de Tahiti.
Un point sur tout simplement les groupements également qui devront remettre une seule offre pour l'ensemble des membres du groupement pour le coup. Donc voilà, les plis sont horodatés, c'est ce que je viens de dire également. Un point tout nouveau en Polynésie, c'est la copie de sauvegarde. Alors avant de rentrer dans le détail de la clause, je vais tout d'abord venir vous indiquer ce qu'est une copie de sauvegarde. Donc une copie de sauvegarde, c'est tout simplement une copie quelque part conforme du pli dématérialisé qui sera déposé par l'entreprise sur la plateforme Teareari. On propose quelque part à l'entreprise, au candidat, d'avoir une sûreté et de pouvoir déposer également un doublon, une copie de leur pli dématérialisé directement auprès de l'acheteur public, dans les locaux de l'acheteur public ou sur le lieu qu'aura indiqué l'acheteur public dans son RC. C'est-à-dire que, quelque part, vous devez continuer à maintenir un accueil pour réceptionner ces copies de sauvegarde. Ces copies de sauvegarde, elles ne sont utilisées que dans deux cas bien précis, et c'est précisé dans la loi de pays. Tout simplement, c'est dans un premier point, c'est au cas où il y a eu une panne, un bug de la plateforme Teareari avant la date limite de remise des plis. Dans le sens où si la plateforme est indisponible, à ce moment-là, effectivement, la direction de la commande publique, la DCO, nous avons justement ces indications-là, ces informations-là. On fera une information générale à l'ensemble des acheteurs publics de Polynésie pour indiquer que effectivement, s'il y a eu une date de remise des plis qui s'est déroulée à telle date, on vous précise que l'application n'a pas été disponible. Aussi, vous avez la possibilité d'ouvrir une copie de sauvegarde qui vous aura été éventuellement déposée par un candidat. Ça, c'est la première raison qui vous permet d'ouvrir une copie de sauvegarde. La deuxième raison qui vous permet d'ouvrir une copie de sauvegarde, c'est s'il y a eu une détection de la part de votre antivirus sur votre poste informatique, là où vous allez ouvrir les plis pour la première fois. Si jamais votre antivirus fait ressortir un problème sur la sécurité informatique, un bug, un virus, etc., à ce moment-là, vous devez tout simplement fermer ne plus continuer à ouvrir le pli du candidat et ouvrir l'éventuelle copie de sauvegarde qu'il vous aura donnée. Je dis depuis tout à l'heure sur les deux raisons éventuelles parce que l'entreprise, les candidats n'ont pas l'obligation de vous remettre une copie de sauvegarde. C'est une faculté qui leur est laissée et vous ne pouvez pas les obliger dans votre ERC à déposer une copie de sauvegarde. Quoi qu'il en soit, c'est les deux seules méthodes qui vous permettent d'ouvrir une copie de sauvegarde. La copie de sauvegarde ne permet pas à une entreprise de ne pas déposer de pli. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas juste vous déposer une copie de sauvegarde sans vous déposer un pli sur la plateforme Teareari. L'obligation pour elle, c'est de déposer son pli sur la plateforme Teareari, quoi qu'il arrive. Quand vous ouvrez une copie de sauvegarde, il faut savoir que la copie de sauvegarde prévaut sur le pli éventuellement déposé sur la plateforme Teareari. Dans le sens où si une entreprise vous a déposé un pli une semaine avant la date limite de remise des plis et qu'elle vous a déposé sa copie de sauvegarde une semaine avant, mais que par la suite, 3 jours après, elle vous dépose un nouveau pli, donc vous détruisez l'ancien, s'il ne change pas sa copie de sauvegarde et si elle est ouverte, eh bien, c'est le pli présent sur la copie de sauvegarde qui sera utilisé et non pas l'éventuel nouveau pli qu'il aura déposé et où il y aura eu un virus qui aura été détecté par la plateforme, par votre antivirus. Pour la copie de sauvegarde, nous avons donc terminé cette partie. Un point important aussi, c'est que, d'une part, comme on l'a dit tout à l'heure, la signature ne sera exigée que auprès de l'acheteur, du titulaire pressenti, et ça sera également le cas pour tous les éléments situés ici en dessous.
Tout simplement que ils ne devront plus dans leur, tous les candidats ne devront plus dans leur candidature y mettre, par exemple, les attestations délivrées par la DICP ou les attestations d'être en règle avec la CPS directement dans leur candidature. Ça va être tout simplement le titulaire pressenti qui aura la possibilité, qui devra vous déposer ces éléments-là une fois qu'il aura été retenu par, par suite à l'avis de la CAO d'attribution et à la validation par l'autorité compétente qu'il est le titulaire pressenti pour le marché. Donc c'est à ce moment-là qu'il vous déposera ces documents-là en même temps qu'il devra venir signer ces éléments. Si jamais vous vous rendez compte qu'il n'est pas en règle, par exemple, avec la CPS, évidemment, il ne peut pas être titulaire s'il n'est pas en règle avec la CPS. Vous prenez tout simplement le second suite à la notation, le second sur la liste, la liste de la CAO d'attribution, celui qui est arrivé en deuxième, qui a eu la deuxième meilleure note, c'est lui qui devient alors titulaire pressenti si le premier on se rend compte que le premier n'est pas en règle, par exemple, comme je l'ai dit, avec la CPS. Nous avons fini avec la partie qui concerne le règlement de consultation. On va rentrer rapidement sur le portail. Donc, TALI, ce n'est pas encore la plateforme, c'est le portail, c'est le site internet qu'a créé l'ADCO, la Direction de la commande publique, pour venir guider les acheteurs publics ainsi que les entreprises pour les informer des nouveautés concernant les marchés publics, que ce soit dans le cadre de la dématérialisation, comme c'est le cas en ce moment, ou que ce soit dans le cadre d'autres modifications du Code des marchés publics. Nous passerons par cette plateforme pour informer l'ensemble des parties prenantes liées à des marchés publics de ces modifications-là. Nous mettrons également tous nos tutos vidéo sur la plateforme TRDRI sur ce site-là. Le site, tout simplement, vous tapez marché public sans le accent aigu avec un S, public avec un S, .gov.pf sur n'importe quel navigateur et vous tomberez sur ce site ici. Là, je l'ouvre tout simplement dans un navigateur pour pouvoir vous présenter les éléments. Donc, nous sommes actuellement sur l'accueil. Vous pouvez déjà y voir des premières informations. Donc, vous pouvez voir que sont déjà présents nous avons déjà prévu d'organiser des webinaires très prochainement, donc le 26 et 27 août, 26, 27 et 28 août, sur les réformes du Code des marchés publics qui sont passées en juillet. Donc, toutes les nouveautés qui sont liées au Code des marchés publics, qui comprennent la dématérialisation, mais d'autres éléments, c'est-à-dire je présente aujourd'hui tout ce qui est lié à la dématérialisation, mais il y a bien d'autres éléments qui ont été modifiés dans le Code des marchés publics et on consacre un webinaire à ces modifications. Vous pourrez cliquer ici, dans la journée, nous mettrons le lien pour pouvoir vous inscrire à ces 3 webinaires. Les 3 webinaires, on en fait 3 distincts, car nous présenterons 6 nouveautés par webinaire, qui sont assez lourds, donc on ne veut pas faire un webinaire qui fait plus de 4 heures, donc c'est pour ça qu'on l'a fait en 3 webinaires, mais les 3 webinaires seront sur des éléments différents à chaque fois. Aussi, je vous invite à revenir sur cette page dès le début de la semaine prochaine pour pouvoir commencer à vous inscrire directement à ces 3 webinaires. Je vous ai parlé que les entreprises auraient un webinaire qui leur serait consacré pour Chorus Pro. Donc, le jeudi 25 septembre, à partir de 7 h du matin, heure de Tahiti, ils peuvent s'inscrire directement ici. Donc, ils pourront lire toutes les informations. Ça leur est consacré sur comment dématérialiser leurs factures et la présentation de la plateforme en général. Voilà, c'est ici qu'ils peuvent s'inscrire. Sur l'accueil, vous retrouvez également le guide pratique opérateur économique, acheteur public, qui peut être téléchargé. C'est un guide qui est construit de façon FAQ, donc foire aux questions, dans le sens où tout simplement vous avez une question qui est posée et vous avez la réponse de la DCO en dessous. Voilà, je vous laisse le parcourir par la suite. Il sera disponible ici.
Nous passons rapidement sur les autres grands éléments de ce site. Donc, nous connaître, c'est l'émission de la DCO, c'est la présentation de l'équipe de la DCO. Un espace acheteur qui vous est consacré, donc avec, on le verra juste après, l'accès à la plateforme TRI. Se former. Pour les communes, c'est ici qu'il est possible de s'inscrire aux formations présentielles sur Tahiti pour l'utilisation de la plateforme. Être accompagné également, les guides et réglementations et nos webinaires et tutoriels vidéo qui sont présents également ici. Un espace entreprise qui leur est consacré, qui reprend globalement les mêmes choses, mais évidemment avec les informations qui les concernent eux, et actualité qui reprend l'historique de tout ce que nous avons publié ici comme webinaire ou comme tuto vidéo ou information générique. Ici, vous pouvez cliquer ici tout simplement sur accéder à l'espace d'administration de TALIARI et vous tomberez tout simplement sur les liens qui vous permettent d'accéder à l'environnement, à la plateforme TALIARI. Nous en avons deux actuellement. Un environnement de pré-production, c'est un environnement de test, c'est un site école en quelque sorte sur lequel on peut s'entraîner, faire des consultations fictives. Cela n'a pas d'impact sur le réel. Et vous avez évidemment l'environnement dit de production, qui est l'environnement réel, qui lui, en revanche, est là où vous allez devoir déposer vos consultations qui sont réelles, hein, avec des besoins réels derrière, et qui doivent être répondus, et où vous attendez les plis des candidats potentiels. Voilà, c'est ce qui est marqué juste en dessous, si vous ne vous rappelez pas ce que sont la pré-production et la production. Dans le cadre de ce webinaire, je rentre évidemment en pré-production et j'arrive sur ce site-là. Donc évidemment, je m'étais connecté juste avant, mais il m'a déconnecté au bout d'un moment. Vous avez ici, vous devez rentrer vos identifiants et votre mot de passe. Sachant que l'ADCO a envoyé il y a quelques mois à l'ensemble des communes et des acheteurs publics de Polynésie un mail pour demander à ce que vous indiquiez à la DCO quels sont les agents qui doivent avoir un compte sur l'application la plateforme TALIARI, pour tout simplement que l'on puisse vous créer un compte et que vous puissiez tout simplement mettre votre mot de passe. Si vous avez un compte, tant mieux. En revanche, si vous avez, je vous invite à vraiment passer l'information à d'autres communes parce qu'aujourd'hui, la DCO n'a pas reçu l'ensemble les informations de l'ensemble des communes et nous avons du mal à toucher certaines communes, notamment certaines communes des îles. Aussi, si vous avez un contact avec ces communes, je vous invite à leur parler de la plateforme, à les inviter à regarder la rediffusion sur YouTube du webinaire et à contacter la DCO pour avoir les documents qui permettent d'identifier qui permettront de nous indiquer quels seront les agents de la commune qui devront avoir un accès à la plateforme. OmniClé, si vous vous posez la question, c'est tout simplement l'éditeur de la plateforme. L'éditeur s'appelle OmniClé. Hop. Voilà. On se connecte, donc ce sera uniquement des identifiants nominatifs pour des raisons de sécurité informatique. Nous n'autorisons pas les adresses standardisées. Il faudra que ce soit des connexions via des adresses nominatives. Voici comment se présente la plateforme TALIARI. Vous avez ici donc un élément qui est présent uniquement pour les administrateurs qui ont plusieurs organismes, notamment c'est le cas par exemple de la DCO, c'est pour ça que vous voyez ici l'ensemble des acheteurs publics de Polynésie française qui sont référencés ici. Un point important ici sur le petit bonhomme en haut à droite de l'écran qui vous permet de voir les informations vous concernant et ainsi que les acheteurs publics auxquels vous avez accès. Normalement, vous n'aurez accès que à votre commune uniquement qui sont ici. Donc, qui seront listés ici. La déconnexion juste en dessous. Ici, point important, c'est le centre de notification. La plateforme vous envoie des notifications, des mails sur vos adresses mail
pour vous informer d'éventuels éléments qui se passent sur des consultations auxquelles vous avez accès. Imaginons que vous avez déposé une consultation avec un DCE sur la plateforme et une entreprise vous a posé une question concernant votre DCE. Vous avez la possibilité, par exemple, en veillant à ce que ici soit coché en vert, que la plateforme vous envoie un mail, une notification sur votre adresse mail professionnelle vous indiquant qu'une entreprise a posé une question. Cela vous évite en fait de tout le temps être sur vos gardes sur la plateforme et tout le temps vous connecter à la plateforme pour voir si d'éventuelles questions auraient été posées ou qu'un dépôt de pli aura été fait, etc. Comme ça, c'est uniquement si vous recevez une notification, uniquement si vous avez coché ici la possibilité de recevoir une notification pour tel événement, que vous recevrez la notification et donc que vous cliquerez sur le lien dans le mail que vous aurez reçu et qui vous amènera sur la plateforme et vous pourrez à ce moment-là voir directement l'événement en question directement. Ça vous évite, comme j'ai dit, de passer votre temps sur la plateforme. En dessous, on a une barre de recherche qui vous permet de rechercher ici dans l'ensemble des consultations présentes. On va avoir trois types de tuiles. On va avoir la tuile en préparation qui concerne l'ensemble des consultations qui ne sont pas encore publiées. C'est un espace quelque part brouillon. Donc, où vous pouvez créer, quand vous créez une consultation, elle va arriver directement ici. Et c'est qu'une fois que vous la publiez, qu'elle est accessible à l'ensemble des opérateurs économiques, qu'elle va passer directement sur cette tuile publiée. Et là, vous voyez l'ensemble vous voyez l'ensemble des consultations auxquelles ont accès les opérateurs économiques. Je rappelle, nous sommes sur un environnement de pré-production, donc tout ce que vous voyez là est évidemment fictif. Par exemple, l'actuelle consultation qui sert pour les formations des entreprises, qu'on utilise pour les formations des entreprises, est ici. La troisième et dernière tuile, ici, c'est l'ensemble des consultations qui sont arrivées au terme du délai de remise des plis, dans le sens où les entreprises n'ont plus la vision sur les consultations ici, puisque le délai de remise des plis est arrivé à son terme, et donc elles ne voient plus ces consultations-là, puisqu'ils ne peuvent plus y répondre. Dans le cadre de ce webinaire, je vais tout simplement créer une nouvelle consultation avec un DCE qui est typé, qui est un DCE, une procédure formalisée pour l'achat de véhicules, donc des fournitures. Quand on crée une nouvelle consultation, on va avoir ici une partie pré-information. Je ne vais pas présenter cette partie-là. Ça sera l'objet d'un tuto vidéo pour présenter cet élément-là. D'une partie concernant toutes les procédures formalisées qui sont ici, procédures adaptées et autres procédures, dont la demande de devis. Dans le cadre de ma consultation, c'est une procédure d'appel d'offres ouverte. Je sélectionne ici ouvert. J'ai la cellule qui a un fond vert pour me dire qu'elle est sélectionnée. Je peux cliquer sur OK pour passer à la suite. Ici, j'ai l'application tout simplement du niveau de droit d'accès que j'ai, sachant qu'il y en a 3. Le niveau 3 étant le plus haut, qui permet de faire toute consultation, de créer toutes les consultations possibles. Le niveau 2 qui permet de créer des MAPA et tout ce qui est en dessous, savoir par exemple des devis ou des marchés subséquents. Et le niveau 1 qui permet uniquement de faire des devis. C'est un droit d'accès qui est appliqué à chaque utilisateur. Donc, sachant que les communes qui ont fait la demande d'avoir l'accès en administration sur ces éléments-là, pourront changer la manière dont les profils de droit seront disponibles, enfin sont créés, et donc changer quelque part les droits qui sont accordés aux agents. Ici, vous voyez l'ensemble des acheteurs publics auxquels vous avez accès. Ici, vous aurez de votre côté accès soit uniquement à votre commune, soit si votre commune a fait le choix de cloisonner, de créer quelque part
les sous-services de la commune dans l'application, auquel cas vous aurez ici les sous-services, enfin les cellules, bureaux, subdivisions de votre commune référencées ici. Dans le cadre de cette formation, je vais tout simplement prendre de ce webinaire, pardon, je vais tout simplement prendre la DCO, hop, comme acheteur public. Donc là, on détermine l'acheteur public. Je clique sur OK et je vais pouvoir choisir la nature de mon marché. Dans le cadre de ma consultation, je suis sur l'achat de véhicules. Je suis donc sur des fournitures. Je continue OK. Et là, je vais pouvoir y mettre l'objet de mon marché. Je vais venir tout simplement ouvrir mon DCE et venir dans mon règlement de consultation afficher pour tout simplement faire un copier-coller de l'objet de ma consultation. Hop. Donc, c'est parce que ici, et je vais pouvoir copier mon objet. Cliquer sur OK, et là, je vais avoir la référence de marché. Pour la référence du marché, je retourne sur mon règlement de consultation. Mon numéro sur mon règlement de consultation, mon numéro de marché, il est ici. Je vais le copier. Hop, et le coller. Vous allez voir que je vais faire OK et je vais avoir une erreur qui s'affiche ici. Ce DCE est utilisé aujourd'hui pour les formations présentielles qui sont faites à la DCO. Aussi, nous avons déjà utilisé cette référence marché. Et là, il est indiqué que cette référence doit être unique. Aussi, l'erreur que vous voyez là, c'est effectivement une erreur qui n'est pas très explicite, mais tout simplement, elle informe que ce numéro-là a déjà été utilisé et il ne peut y avoir qu'un seul numéro. Si, dans le cadre de ce webinaire, je vais simplement mettre webinaire 1 et continuer en faisant OK. Donc là, je suis passé puisque cette référence marché n'a jamais été utilisée. Ici, je vais tout simplement pouvoir mettre une date limite de remise des plis. Donc, les fournisseurs pourront vous répondre jusqu'à cette date-là. Je vais mettre, imaginons, hop, 10 heures. Pour le coup, nous mettons plutôt 9h30. Hop, voilà. Et je peux également mettre une date jusqu'à la date limite pour poser des questions. On l'a vu dans le RC, dans le RC qui était présent dans les diapositives présentées, on était à un délai de 8 jours avant la date de remise des plis. Dans le cadre de ce webinaire, je mets une date limite dans quelques dizaines de minutes, donc je ne peux pas compter ça en jours. Je vais, dans le cas présent, ne rien mettre. Nous vous conseillons évidemment de mettre le nombre de jours que vous avez indiqué dans votre RC ici, tout simplement en cliquant ici, en sélectionnant le jour en question. Vous pouvez cliquer sur OK. Et là, vous arrivez sur la partie où vous allez déposer votre DCE sur PRIARI. Vous avez deux possibilités, soit en venant ici ouvrir tout simplement une page Windows, un explorateur de fichiers, et en venant sélectionner les fichiers et en les déposant, soit vous avez la possibilité de cliquer sur ce bouton-là qui est toujours présent et d'ajouter les documents. En cliquant sur ce bouton, vous allez ouvrir une boîte de dossier Windows et cela vous permet tout simplement d'aller sélectionner les éléments en question. Vous pouvez venir ordonner ici vos éléments pour qu'ils apparaissent de façon plus claire lorsque l'opérateur économique va ouvrir le DCE, par exemple en mettant le règlement de consultation tout en haut avec le CCAP, par exemple, qui est les premières choses que regarde un opérateur économique. Vous voyez que dans le cadre de ce DCE, j'ai des lots. J'ai un allotissement, j'ai un lot 1 et un lot 2.
j'ai la possibilité de venir déposer des fichiers de type zip. Imaginons que je souhaite grouper l'ensemble des éléments du lot 1 dans un fichier zip. Tout simplement, je peux venir le mettre en fichier zip, avoir, imaginons, lot 1, et tout simplement déplacer. Hop, je vous le fais avec la façon en cliquant sur le bouton, ajouter lot 1, ici. Et donc, je vais me retrouver avec lot 1 qui contient l'entièreté de mes fichiers qui concernent mon lot. Aussi, je peux supprimer ici tous les éléments qui concernent mon lot. Voilà. Évidemment, on peut le faire pour les LC1 dans un dossier de candidature, le lot 2 pour ici. Dans le cadre de ce webinaire, je ne vais pas le faire, je vous montre simplement les possibilités qui sont présentes. Vous n'êtes pas limité en nombre de fichiers que vous pouvez déposer. En revanche, faites attention, il ne faut pas que un des fichiers qui est présent ici, que ce soit un fichier ANSI ou que ce soit un fichier zip, fasse plus de 1 gigaoctet. Dans le sens où il devrait, dans le sens où l'application refusera tout simplement la possibilité de venir déposer ce fichier. Pour arriver à un fichier de 1 giga, quand même, c'est un DCE qui est, même avec des plans, 1 giga est quand même assez large en termes de volume. Mais voilà, juste à savoir ceci. Une fois que j'ai terminé, je clique tout simplement sur mon bouton OK. Et là, j'arrive sur la dernière étape avant l'ouverture d'un écran brouillon pour paramétrer certains éléments supplémentaires. Activer les options avancées vous permettra de tout simplement vous permettre d'avoir des éléments concernant les points ci-dessous. Vous allez voir qu'en activant ici, je peux activer les éléments ici. Je peux activer des éléments qui sont liés à un accord cadre. Si c'est un accord cadre, ce n'est pas le si c'est un élément, s'il faut rattacher cette consultation à un accord cadre, par exemple, ce n'est pas le cas ici. Je peux activer l'allotissement. Je vais le faire puisque j'ai des éléments qui sont allotis. Activer la rédaction des journaux et le DUM ne sont pas utiles et normalement ils sont voués à disparaître dans le cadre de la plateforme pour la Polynésie. Et prévenir les entreprises, je vais le laisser désactiver, mais on va pouvoir l'activer par la suite et je vais vous montrer à quoi ça va servir juste après. Je clique sur OK et là, je peux compléter ma consultation. Et donc, je vais être amené sur cet écran-là. Cet écran-là, vous pourrez toujours le retrouver, puisque ici, si vous revenez sur Accueil, vous retrouvez tout simplement l'élément que vous avez mis. Alors, de base, il faudra simplement le retrouver. Alors, non, j'étais en mauvais. Hop là, voilà. J'ai simplement tapé acquis pour retrouver le mot acquisition. Je suis venu en préparation puisque je suis toujours en brouillon et j'ai retrouvé effectivement ma consultation qui est toujours en brouillon, en préparation, directement ici. Donc, je suis revenu sur l'écran sur lequel j'étais. Option avancée. Donc, vous avez ici la possibilité de retrouver le bouton modifier. Si vous voulez retrouver l'écran précédent avec tous les éléments, vous pouvez revenir ici et revenir sur tous les éléments que vous avez marqués précédemment. Attention, le seul élément qu'il ne sera pas possible de changer, c'est le type de procédure sélectionné. Là, par exemple, je ne peux pas changer appel d'offres ouvert par un autre type de procédure. Je suis obligé de rester sur ce type de procédure. Si vraiment je me suis trompé, alors je dois tout simplement venir supprimer l'entièreté de cette consultation et recommencer de zéro. Le reste est modifiable à l'exception des types de procédures. Des informations tout simplement de base, donc là, en cas présent, la date limite de remise des prix, etc. Le fait que je n'ai pas activé l'accord cadre, je peux toujours l'activer ici. J'ai activé ici le système de l'eau et je n'ai pas activé tout le reste pour le moment. Un bouton important, acheteur destinataire des mails, où ici, vous allez retrouver la liste de l'ensemble des agents, donc de vos collègues de bureau, de communes, etc., qui ont accès à cette consultation, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui peuvent voir
les éléments de cette consultation. Et cette consultation. Dans le cadre présent, ça va être l'ensemble des agents de la DCO. Donc, c'est pour ça que vous voyez des comptes fictifs qui ont été créés dans le cadre des formations qui sont données par la DCO aux acheteurs publics. Donc, vous les voyez, puisqu'ils ont été créés sur la DCO, mais également les autres agents de la DCO et l'éditeur lui-même de l'application. Cet écran vous permet tout simplement de pouvoir faire en sorte qu'ils soient notifiés en cas d'événement sur cette consultation en particulier. Je vous avais présenté ici la capacité pour vous d'être notifié en cas d'événement avec la petite cloche puis la roue crantée. Ceci ne s'applique que si vous avez été sélectionné, enfin vous avez été coché comme recevant ici des notifications concernant cette consultation en particulier. Donc là, la consultation qui était en référence là. Si vous n'êtes pas coché, peu importe ce qui est marqué ici, vous ne recevrez pas les notifications. Voilà. Donc ça vous permet ici de gérer qui a nécessité au sein de votre commune ou de votre cellule de recevoir la notification liée à cette consultation si effectivement il est partie prenante sur celle-ci. Voilà. Par défaut, l'ensemble des agents présents ici sont décochés. Il faudra les cocher manuellement à chaque fois. Et enfin, comme je vous l'ai présenté déjà, un bouton supprimer qui supprime l'entièreté de la consultation et dont il n'est pas possible de revenir par la suite. C'est une action irréversible. Voici, c'était ici le premier onglet. On passe au second onglet, qui est les lots. Donc là, j'ai tout simplement activé mes lots. Donc je l'ai bien ici, j'ai la possibilité d'activer mes lots. On va voir après ce que concerne ce paramétrage-là. Et on va pouvoir ici créer mes lots, c'est-à-dire indiquer les lots liés à cette consultation. Je vais retourner dans mon règlement de consultation, descendre un petit peu, et là, je vais donc avoir mes éléments de lot, tout simplement qui vont être ici. Je vais donc copier tout simplement, coller. Hop. Mon premier lot, qui est ici. Je clique sur OK, et là, je vais avoir mon premier lot qui s'affiche. Je vais chercher mon deuxième lot, ici, et l'ajouter. Vous voyez que j'ai fait une erreur. J'ai mis lot numéro 1, alors que je n'ai pas mis le mot lot, juste avant le numéro 2, juste en dessous. Vous voyez qu'ici, je n'ai rien, je n'ai pas de possibilité de faire afficher, faire une suppression. Il faut savoir que c'est un point assez particulier, mais la possibilité de supprimer les lots n'apparaît qu'à partir du moment où on a 3 lots présents sur l'application. Donc, si je retourne, si je recopie-colle mon élément, je rajoute lot ici, je vais cliquer sur OK, vous allez voir que les croix vont apparaître à ce moment-là. Et donc là, je me retrouve avec les croix et j'ai la possibilité de supprimer effectivement le lot où j'avais oublié de marquer le mot en début de phrase. Et donc, je me retrouve avec mes deux lots correctement écrits et je perds la croix. Vous n'êtes pas limité en nombre de lots que vous pouvez indiquer ici, que vous pouvez rentrer. La limite, il y a une limite de 50 lots qui apparaît si vous cliquez sur ce bouton-là. Et ce bouton-là vous permet de forcer les opérateurs économiques à répondre en déposant un pli différent en fonction du lot. Nous vous déconseillons de le faire parce que si vous laissez décocher ça, simplement, ils vont devoir faire un seul dépôt et avec un fichier zip contenant, par exemple, l'ensemble des lots auxquels ils répondent. Si vous cochez ça, ils devront déposer un pli pour le lot 1, un pli pour le lot 2 spécifiquement. Mais vous êtes, attention, à ce moment-là, limité à 50 lots dans cette liste-là. Donc à présent, je ne suis pas limité à un nombre de lots pour le coup. Dans gestion des documents, vous retrouvez tout simplement votre DCE
donc avec tous les éléments que vous avez indiqués ici. Vous pouvez les retélécharger si vous voulez les revoir. Et vous avez également la possibilité de pouvoir cliquer sur le petit crayon qui est là et de pouvoir assigner quelque part un lot, enfin un document à un lot. Vous vous rappelez, j'avais créé pour mon lot 1 un fichier zip, je peux venir dire ici que c'est lié à mon lot 1. Et donc, ça va apparaître plus clairement pour les opérateurs économiques qui vont lire votre DCE sur la plateforme, que cet élément-là, par exemple, est lié au lot 1. S'ils sont intéressés que par le lot 1 et pas par le lot 2, ils peuvent se dire qu'ils vont télécharger le RC, le CCAP et le lot 1, puisque le reste concerne le lot 2. Après, ils devront télécharger évidemment les LC1, LC2, LC3, LC4, etc. Mais voilà, ça permet tout simplement de venir indiquer une appartenance du document à un lot en particulier. Voilà, je ne vais pas tous les faire, mais vous comprenez l'idée derrière. Donc nous avons vu ces deux sous-onglets qui sont présents dans l'onglet lot. Nous n'allons pas voir l'onglet journaux et dû, car nous n'allons pas les utiliser. Et on va se rendre directement sur la partie alerte, où on va pouvoir indiquer les codes CPV qui sont liés au marché. Qu'est-ce que les codes CPV? Alors les codes CPV, c'est une nomenclature qui est européenne, qui catégorise quelque part l'ensemble dans les grands marchés publics, l'ensemble des achats. Et c'est une nomenclature qui comprend plus de 9400 numéros, codes à l'intérieur. Je vais vous montrer rapidement les codes CPV en version Excel pour vous montrer à quoi il ressemble. Il ressemble à ceci. Donc, c'est plusieurs codes et vous en avez, comme je l'ai dit, plus de 9450. Et c'est sa référence, comme je dis, l'ensemble des biens, services, travaux qui sont des biens et services potentiels. Vous devrez ajouter les codes CPV qui correspondent au plus proche de votre besoin. C'est-à-dire que dans le cadre de ce marché-là, je vais devoir rentrer les codes CPV liés à mes véhicules. J'ai deux lots, comme je dis, j'ai un lot 1 sur les véhicules légers électriques. Donc, je peux par exemple prendre les véhicules et venir chercher, en faisant un CTRL-F sur Excel, le mot véhicule. Et donc là, il va me ressortir l'ensemble des éléments, enfin des codes dont l'intitulé comprend le mot véhicule. J'ai déjà fait, moi, de mon côté, la recherche, donc avec les codes CPV qui sont ici. Je vais tout simplement les prendre ici, mais vous devrez utiliser ces éléments-là sur l'application Terralyali. Pourquoi? Parce que les entreprises, de leur côté, elles ont la capacité d'être alertées en fonction des codes CPV que vous allez rentrer, en fonction des codes CPV que eux auront rentré comme étant importants pour eux, dans le sens d'être alertés sur lié à un code CPV parce qu'il propose un service qui pourrait répondre à ce code CPV. Aussi, quand vous allez cliquer ici, quand vous allez rentrer votre code CPV, par exemple sur mes véhicules électriques, ceux qui auront rentré, par exemple, le code CPV qui comprend les véhicules électriques, eh bien, il sera alerté qu'il y a une consultation qui potentiellement l'intéresserait présente sur la plateforme Terralyali. Je vais ajouter mon deuxième code CPV qui est lié à mes véhicules à moteur. C'est toujours ça. Mes véhicules à moteur, voilà. Et donc là, je vais alerter non pas une entreprise en particulier, mais simplement, ça va être une alerte pour l'ensemble des entreprises qui auront exprimé une volonté d'être notifiées à chaque fois qu'un des codes CPV qui comprend, par exemple, les véhicules électriques ou les véhicules à moteur,
à chaque fois qu'ils auront indiqué qu'ils veulent être notifiés quand un de ces codes CPV est utilisé. Nous sommes arrivés au terme donc de ces onglets-là. Nous pouvons continuer soit en planifiant la publication, soit en publiant immédiatement. Dans le cadre de ce webinaire, on va publier immédiatement. Vous voyez que je n'ai plus ma consultation qui comporte le mot acquis en préparation. En revanche, en publié, je vais le retrouver ici. C'est-à-dire que dorénavant, les entreprises ont la capacité à pouvoir trouver cette consultation. Je vais vous en faire la démonstration. Je viens de me changer d'environnement, c'est-à-dire que j'étais sur la plateforme Tealeali côté acheteur public. J'ai changé, par exemple, en cliquant sur le bouton Accès au portail entreprise, ici, vous pouvez voir ce que voient les entreprises. Les entreprises, c'est pareil, donc on est toujours sur un site école, un site pré-production, et elles peuvent, trouver votre consultation. Par exemple, la consultation qu'on vient de créer, elle est disponible pour les entreprises. Ils peuvent rentrer dessus et tout simplement, venir télécharger anonymement, dans le cas présent, le DCE que nous venons de faire. Et elles peuvent également vous faire un dépôt de pli, sachant que si elles doivent faire un dépôt de pli, elles doivent obligatoirement se connecter. On n'autorise pas, évidemment, un dépôt de pli anonyme. Il est lié à une entreprise qui a créé un compte et donc qui s'est identifié. Pour le coup, donc, j'ai déjà rentré les éléments concernant cette entreprise. Et de mon côté, en tant qu'entreprise, j'ai un accès à dépôt simplifié et je peux venir déposer mon pli directement. Et donc, je viens déposer mon entreprise. Évidemment, c'est une entreprise fictive qui a été créée dans le cadre des diverses formations que nous donnons tant pour les acheteurs publics que pour les opérateurs économiques. Nous avons évidemment créé des entreprises fictives pour pouvoir illustrer nos formations. Je fais valider et mon entreprise a déposé son pli et elle a la possibilité évidemment de télécharger la preuve de dépôt de son pli. Si je retourne côté acheteur public, ce n'est pas la bonne, c'est celle-ci la bonne. Vous allez pouvoir voir, et si vous avez sélectionné ici dans votre centre de notification que vous voulez être notifié à chaque fois qu'il y a eu un dépôt de pli et que vous êtes également sélectionné ici dans le paramétrage des notifications, vous allez recevoir tout simplement une alerte sur votre boîte mail, vous indiquant qu'une entreprise a fait un dépôt de pli. Et donc, vous la retrouverez ici dans Documents et questions. Vous avez dans Dépôt et vous voyez tout simplement que l'entreprise a fait un dépôt de pli. Les entreprises ont aussi la possibilité, si elles le souhaitent, de tout simplement, comme on l'a dit, vous poser des questions sur votre DCE. L'entreprise que nous avons pris en compte là est passée directement au dépôt de pli. Imaginons qu'elle se rende compte par la suite, en relisant par la suite votre DCE, qu'au final, elle voudrait être sûre que son dépôt de pli, enfin ce qu'elle a mis dans sa candidature, corresponde bien à ce qu'elle a compris. Imaginons qu'elle vous pose une question. Donc, je retourne sur l'environnement, je le remonte côté entreprise. Elle a la capacité, comme je dit, de poser une question. Donc, je vais très rapidement poser une question par côté entreprise. Donc, je suis côté entreprise. Voilà, je pose une question. Je peux ajouter une question si je le souhaite, enfin un document si je le souhaite, ici. Et je peux poser la question. Donc, je suis une entreprise. Voici ma question, je sais à quel moment j'ai posé ma question. Et côté acheteur public, si je retourne en arrière et que je reviens, hop, je vais voir que dans Documents et questions, donc dans Documents, j'ai mon RC, simplement.
j'ai une question de la part de cette entreprise. Les gens sont la galère. Actuellement, les autres candidats potentiels n'ont pas la capacité de voir la question posée par l'entreprise. C'est uniquement si vous répondez à la question et que vous répondez en public qu'elles ont la capacité de voir la question qui a été posée. J'ai un bouton poser une question, répondre ici, et je revois la question et je revois l'entreprise. Sachant que ce qui est marqué ici ne sera pas remis dans la question une fois que vous aurez répondu. Une fois que vous aurez répondu, elle ne sera pas remise dans la question. C'est uniquement vous qui voyez ça. Ce que verront les entreprises, c'est uniquement cet élément-là. Vous avez un bouton ici, réponse publique, qui vous permet de répondre à l'ensemble des entreprises qui ont retiré votre DCE ou qui retireront votre DCE. Si ce bouton-là, évidemment, est coché. Donc, vous pouvez dire, voici la réponse. J'attire un point particulier. Donc, actuellement, cet élément va apparaître et cet élément-là va apparaître pour l'ensemble des candidats. Je peux donc cliquer sur valider et répondre publiquement. En revanche, si jamais l'entreprise ici avait indiqué, par exemple, cordialement, voici ma question cordialement, monsieur X de l'entreprise Y, et que c'était marqué ici, attention, vous allez donner une information aux autres candidats que cette entreprise-là a retiré le DCE et a posé une question. Donc, vous devez rester très, très vigilant à ne pas donner d'informations aux autres entreprises sur quelle entreprise potentiellement est candidate à votre consultation. Donc, s'il avait, comme je l'ai dit, marqué son nom ou c'était identifié d'une manière ou d'une autre ici, vous n'auriez pas pu utiliser ce système-là pour répondre à la question. Là, je vais cliquer sur valider parce que c'est le cas, mais je vais vous présenter tout de suite comment vous auriez dû répondre si l'entreprise s'était identifiée d'une manière ou d'une autre. Donc là, je fais valider. On me dit que cette réponse va être publique. Je peux faire valider. Et là, la réponse est publique. Et à partir de ce moment-là, cette question et cette réponse est consultable par l'ensemble des opérateurs économiques. Comme je l'ai dit, si l'entreprise s'était identifiée dans ici, ou qui s'était identifiée d'une manière ou d'une autre, comme j'ai dit, vous n'auriez pas pu répondre par ce biais-là, vous auriez dû retourner dans Document, pardon, question, non, excusez-moi, dans Question, vous auriez dû rester dans Question et ajouter une précision. Et en cliquant ici, tout simplement, vous allez pouvoir ajouter un document qui va venir s'ajouter dans les documents qui sont présents dans votre règlement, dans votre DCE. Je vais vous faire le test rapidement. Je vais donc reprendre la réponse en cours. Je peux venir supprimer si c'est un brouillon. Par exemple, si je supprime ici, je peux à nouveau avoir ajouté une précision. Et là, je me retrouve évidemment avec la possibilité d'ajouter un document. Ici, vous allez donc devoir reprendre la question qui vous a été posée par le candidat, indiquer dans le document que le candidat vous a posé telle question, un candidat, pardon, ne donnez pas son nom évidemment, un candidat potentiel vous a posé cette question-là à telle date et voici la réponse. De la même manière que la plupart des acheteurs publics ont un fichier Excel sur lequel ils indiquent dans une colonne les questions et dans une autre colonne les réponses et qu'ils envoient à toutes les entreprises qui ont retiré leur DCE ou qui retireront leur DCE. Pour le coup, c'est le même principe ici, mais avec un seul document. Donc, dans le cadre de ce webinaire, je n'ai malheureusement pas prévu de document pour le coup. Je vais y ajouter ce document-là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Simplement, ça doit être par exemple un fichier PDF sur lequel, comme je l'ai dit, vous avez mis la question du candidat anonymisée
parce que tout l'intérêt de cette manipulation, c'est d'anonymiser la question de l'opérateur économique et de pouvoir la publier auprès de l'ensemble des opérateurs économiques. Je fais sur OK, je clique sur OK, et je clique sur Publier, et vous allez voir que ce document-là va s'ajouter ici dans mon onglet Documents, qui référence mon DCE. Hop, là, et il s'est mis juste ici, et on voit bien que c'est une réponse. Et donc, les candidats auront la capacité de télécharger ce document en plus, d'être notifiés tout d'abord qu'il y a eu une question supplémentaire qui s'est ajoutée dans les documents, une réponse supplémentaire à une question qui s'est ajoutée dans les documents, et la capacité de le télécharger. Et donc là, vous n'avez pas répondu à l'opérateur économique par ce biais-là, ou du moins vous lui avez simplement répondu que vous répondez à sa question par le biais d'un ajout d'une précision dans les documents du DCE, à présent avec les documents du DCE. Et vous avez évité de donner l'information aux autres entreprises que cette entreprise-là en particulier a retiré un DCE et serait potentiellement un candidat de votre consultation. L'onglet qui est ici, c'est l'onglet qui recense l'entièreté des retraits de DCE qui ont été faits par les opérateurs économiques. Attention, ici, on ne référence pas les DCE retirés anonymement. C'est uniquement les DCE qui ont été retirés par une entreprise qui s'est identifiée avant de retirer le DCE. Vous avez la possibilité, donc, comme je dis, de venir modifier la date limite de remise des plis. Dans le cadre de ce webinaire, je vais le faire pour accélérer la date de remise des plis, pour vous montrer la suite des événements. Donc, je vais le faire rapidement. Pardon. On voit que la plateforme ici a pris l'heure, c'est l'heure d'en haut de la plateforme qui compte. Donc, hop, je vais faire cliquer OK. Et je peux ajouter un commentaire optionnel et je me dépêche pour arriver à l'heure avant le changement de l'heure ici. Et vous allez voir que mon fichier qui est là va, au bout d'un moment, basculer en attente de décision. Enfin bon, ma consultation qui est ici va basculer en attente de décision, tout simplement. Peut-être simplement une actualisation. Alors. Ah. Elle met un peu de temps. Elle a bien été prise en compte, 9h09, je suis bien en 14. Donc, vous pouvez voir qu'effectivement, la modification a bien été prise en compte, a bien été historisée ici. Et la plateforme a cependant pas très bien apprécié que je le fasse. Ah, voilà, si elle est passée, elle a mis un peu de temps, mais vous voyez que je ne retrouve plus ma consultation, donc elle a mis un peu de temps, mais je la retrouve maintenant en attente de décision, elle est ici. Et donc, vous voyez qu'il y a toutes les consultations liées à l'acquisition de véhicule, et nous retrouvons notre consultation que nous avons fait ici, pour le webinaire. Sur le même fonctionnement que lorsque la consultation était publiée, donc disponible auprès des opérateurs économiques, là, vous retrouvez un même système avec un résumé ici, qui vous permet de reprendre les éléments principaux de votre consultation. Vous pouvez à nouveau modifier les notifications éventuelles auprès des agents de votre service, de votre commune. Vous avez ici le résumé des documents, des DCE et des éventuelles précisions que vous aurez ajoutées, les questions qui ont été posées, le registre des retraits. Dans le cas présent, il n'y a eu aucun retrait, puisque je ne l'ai pas fait quand j'ai pris le compte de l'entreprise pour faire le dépôt. Je n'ai pas pris le temps de faire un retrait, donc elle est restée vide. Mais vous aurez ici la ligne qui apparaît dans la réalité, puisque vous aurez forcément des personnes qui auront retiré votre DCE. Un onglet dépôt qui, lui, est nouveau pour le coup.
par rapport à ce qu'on a vu précédemment et qui, lui, reprend tous les dépôts qui ont été faits par les entreprises. Donc là, on n'a eu qu'un seul dépôt de l'entreprise qu'on a vu précédemment qui a fait un dépôt. Actuellement, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a dans le document, dans le sens où ce n'est pas mis à disposition, puisque actuellement, il faut savoir que tous les fichiers sont cryptés sur la plateforme. Et vous ne pouvez pas lire les fichiers pour l'instant parce qu'ils ne sont pas, ils sont pour le moment cryptés. En CAO d'ouverture des plis, vous allez devoir utiliser une clé de décryptage, un mot de passe lié à une clé de décryptage qui va permettre de décrypter les plis et de pouvoir les lire. Et en CAO, vous aurez donc ces deux possibilités-là, soit l'ouverture des plis avec une utilisation de Java, qui sera peut-être amenée à disparaître. Nous sommes encore en train de voir cette partie-là, mais globalement, cette partie-là vous permet d'ouvrir les plis avec Java, qui est une application, ou alors de ne pas utiliser Java et d'ouvrir les plis sur le serveur. Dans le cadre de ce webinaire, on va uniquement ouvrir les plis sur le serveur et donc cliquer sur le bouton « Ouvrir ». Donc, vous êtes en CAO d'ouverture des plis, vous cliquez sur ce bouton-là et là, la plateforme Theory vous demande tout simplement de rentrer le mot de passe qui est lié à la clé de cryptage, qui est celle-ci. Et donc, vous aurez évidemment le mot de passe, vous devrez avoir le mot de passe, hein, pour le coup, et le mot de passe sera donné uniquement au DGS pour les communes, au chef de service pour les services, au directeur de cabinet pour les ministères, au directeur pour les établissements. Nous enverrons évidemment ces mots de passe-là uniquement à ces personnes, et ce sont ces personnes-là qui se chargeront, eux, de donner ce mot de passe aux personnes qui devront les utiliser pour l'utilisation pour décrypter des plis. Les mots de passe sont les mêmes pour chaque entité renseignée sur l'application. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot de passe différent en fonction de la consultation, mais c'est en fonction de votre commune ou alors de votre entité, ou alors si vous avez décidé de rajouter dans l'application vos cellules, vos bureaux, vos subdivisions, à ce moment-là, ce sera un mot de passe qui sera par cellule, par bureau ou par subdivision. Voilà. Donc, dans le cadre de cette formation, de ce webinaire, c'est un mot de passe extrêmement simple qui est utilisé, donc en 2 caractères, mais le mot de passe réel, lui, sera beaucoup plus important, un peu plus d'une dizaine de caractères pour pouvoir décrypter les plis. Je vais donc rentrer mon mot de passe ici, je clique sur valider, et là, j'ai la possibilité de télécharger les plis et le bouton télécharger les plis ici. Et donc là, je vais pouvoir ouvrir le pli de l'entreprise et pouvoir tout simplement, en CAO, voir si j'ai tous les éléments qui concernent le candidat. Et s'il m'a donné tous les documents que j'ai demandé, etc. Vous avez ici un bouton « Supprimer les plis ». Alors, ce bouton permet de supprimer uniquement les plis décryptés, les plis qui ne sont plus cryptés. C'est-à-dire que si vous cliquez sur ce bouton-là, vous avez toujours la capacité de venir réouvrir les plis à condition de remettre le mot de passe que vous aviez utilisé. Et donc là, je peux à nouveau réouvrir les plis et les télécharger. Donc, ce n'est pas un bouton qui supprime tous les plis, enfin tout le pli totalement, c'est vraiment uniquement le pli décrypté sur la plateforme qui est supprimé. Le pli crypté, lui, est conservé par la plateforme sans délai de suppression, dans le sens où il n'y aura pas, et la plateforme ne le supprimera pas le pli crypté. Vous avez ensuite la possibilité d'échanger avec les opérateurs économiques, soit tout simplement leur demander un document manquant, la CAO a autorisé, a donné un temps supplémentaire
au candidat pour rendre un document qu'il n'a pas donné dans son pli, à ce moment-là, on peut créer tout simplement une demande autre et demander le document. On peut aussi venir demander une précision. Si par exemple on est en analyse des offres et qu'on ne comprend pas très bien ce qu'a entendu le candidat dans un élément de sa candidature, on peut demander une précision. Simplement ici, en faisant demander une précision, et donc on demande tout simplement qu'il nous précise tel ou tel élément de sa candidature. Donc là, j'ai fait une demande de doc, je peux venir continuer. Je lui donne évidemment une date limite pour me renvoyer le document. Imaginons que je le laisse jusqu'au 19 août. Je peux continuer. Je vais saisir ici l'objet, enfin ma demande, c'est-à-dire que voici le document que je demande. Le doc que je demande, ici. Cet élément-là va être transformé en PDF et vous avez la possibilité d'ajouter encore des documents supplémentaires. Pourquoi a-t-on transformé ce texte-là en PDF? Pour la simple et bonne raison que ça va vous permettre de savoir à quel moment l'entreprise a pris connaissance de cette information-là. Pourquoi? Parce que quand elle va cliquer sur le bouton télécharger, parce qu'elle ne va pas pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce document, la seule manière pour voir l'objet de votre demande, c'est de télécharger le PDF. Et au moment où elle aura téléchargé le PDF, l'application va horodater, va noter la date et l'heure de ce téléchargement et vous aurez l'information à quel moment l'entreprise a pris connaissance de votre demande. La première fois. Les fois suivantes ne vont pas être horodatées, c'est simplement la première fois qu'elle aura pris connaissance de cette information. Vous pouvez donc aussi ajouter d'autres documents. Là, vous retrouverez l'ensemble des entreprises qui auront fait un dépôt sur votre consultation. Dans le cadre de ce webinaire, je n'ai que cette entreprise-là, c'est mal fait. Aussi, je continue avec celle-ci. Vous avez la possibilité également d'ajouter des adresses mail qui seront destinataires de cette demande. Imaginons que il est précisé dans le pli que le chef de projet, imaginons de l'opérateur économique qui vous a répondu, qui vous a envoyé un pli, soit cette personne-là, monsieur y@entreprisex.com. À ce moment-là, vous pouvez ajouter l'adresse mail de ce chef de projet pour être sûr et certain qu'il soit lui destinataire de la demande. Vous pouvez et donc rentrer son adresse mail là et ajouter tout simplement et qu'il soit destinataire de la consultation. De son côté, il devra se connecter avec le compte de l'entreprise pour pouvoir répondre à votre demande, mais au moins vous aurez la certitude qu'il aura été informé qu'il y a une demande de document qui est en cours pour sa consultation. Vous cliquez sur publier. Et là, vous avez votre demande de doc qui apparaît ici, le détail. En cliquant ici, vous pouvez voir que pour le moment, c'est non lu, c'est non répondu. Je retourne côté opérateur économique. À nouveau, je suis côté opérateur économique. Je peux voir que dans ma consultation, ici, hop là, courrier, alors j'en ai énormément. Je peux voir ici dans ma demande de complémentaire que j'ai une demande complémentaire. L'entreprise, pardon, j'aurais pas dû rentrer. L'entreprise, elle aura une notification par mail comme quoi il y a une demande complémentaire et ensuite elle devra se connecter sur la plateforme, mais elle peut aussi voir toutes les demandes complémentaires qu'il y a en cours, tous les courriers en cours et les procédures restreintes de son côté. Bref. Là, dans le cadre de notre demande complémentaire, j'entre ici et là, je peux voir ici le document que j'ai mis et je peux uniquement le télécharger. Je ne peux pas voir le contenu du document sans le télécharger. Là, je le télécharge et là, je vois le doc que je demande. De votre côté, là, je sais qu'il est obligatoire de devoir faire une actualisation. Vous avez la possibilité de voir effectivement, comme je vous l'ai montré, que l'entreprise a lu votre document à 9h20, mais qu'elle n'y a pas encore répondu.
l'entreprise a la possibilité de répondre uniquement en déposant un document. Et donc là, je remets à nouveau à ce document-là, mais voilà, elle peut vous envoyer la réponse à votre demande. Soit, si vous lui avez demandé plusieurs documents, elle vous envoie dans un fichier zip les documents que vous lui avez demandés, ou alors elle fait un simple fichier PDF dans lequel elle répond à votre précision, par exemple, si c'était une demande concernant une précision liée à sa candidature. Et évidemment, il peut à nouveau télécharger le document ici, pour le coup, et il reçoit la preuve de dépôt qu'il a bien répondu à la question par mail. Si je fais à nouveau actualiser, je vais pouvoir voir à quel moment il aura répondu à ma demande. Dépôt, échange avec les fournisseurs, et là, détail, je clique dans détail, et je peux voir que là, c'est répondu le 14/08 à 9h21, et je peux télécharger le document, simplement. Donc, comme je l'ai précisé dans ma toute première slide, effectivement, nous avons toute la correspondance, tous les échanges pendant la consultation se font sur la plateforme. Ils se font uniquement via la plateforme. Vous ne devez pas utiliser vos adresses mail pour envoyer des demandes complémentaires ou des demandes de précision à un candidat lors de la consultation. Vous devez uniquement utiliser la plateforme. Nous passons au sous-onglet suivant, donc l'onglet décision, et c'est là que vous allez pouvoir indiquer, statuer, est-ce que le candidat a été retenu, par exemple, pour tel ou tel lot ou non retenu. À savoir que ça n'informe pas le candidat de ce qui est marqué ici, c'est simplement vous à pouvoir avoir historisé effectivement que tel candidat avait été retenu et tel candidat n'a pas été retenu dans le cadre de la consultation. Donc, vous pouvez indiquer les éléments-là, mais encore une fois, ça ne vient pas informer de quelque manière que ce soit les candidats qui seront présents ici de ce qui est marqué ici. Pour les informer, les notifier de la décision suite à la CAO d'attribution, vous devez aller dans courrier, créer un courrier, et là, vous aurez le rejet pour les candidats rejetés et la notification pour le titulaire pressenti de votre marché. Imaginons que je prends une notification donc pour un titulaire pressenti. Consultation webinaire. Voilà. Je mets l'objet courrier consultation webinaire. J'aurais pu mettre décision webinaire qui aurait été un peu plus juste. La date limite pour le candidat de retirer le courrier, c'est-à-dire que là, il aura la possibilité de retirer votre courrier que jusqu'à une certaine période. Vous pouvez mettre plusieurs années si vous le souhaitez. Là, je vais jusqu'en 2026. Et là, vous allez pouvoir ajouter votre courrier signé par l'autorité compétente. La plateforme n'a pas vocation à créer les courriers à votre place. Donc, elle ne va pas vous créer le modèle de courrier et vous aurez juste à compléter. Non, ce n'est pas la vocation de Tealiari. Vous allez toujours devoir créer vos courriers de la manière que vous les créez aujourd'hui. Soit vous avez un logiciel en interne de gestion des marchés publics, soit vous traitez avec des documents Word et des modèles Word que vous avez de votre côté. Donc, voilà. Mais tout état de cause, ce n'est pas la plateforme qui va créer les documents, elle va servir uniquement à envoyer le document. Encore une fois, je vais réutiliser le même document pour le coup, mais vous comprenez l'idée derrière qui est d'utiliser évidemment un courrier en bonne et due forme pour répondre aux candidats. Ensuite, la plateforme va vous proposer l'ensemble des candidats qui ont déposé un pli. Attention, elle ne va pas vous bloquer en fonction de ce que vous aurez marqué dans l'onglet ici. Si je ferme ici, l'application ne va pas lire quelque part ce que vous avez marqué ici pour vous dire « Attention, tu es en train de répondre à un candidat pour lequel
tu as uniquement rejeté ces offres, mais tu vas lui donner un courrier de type notification. L'application, elle ne va pas venir vérifier ça. Donc, faites attention, pour le coup, à envoyer les bons documents aux bonnes entreprises, tout simplement. Encore une fois, je peux ajouter des adresses email pour être certain que les contacts présents dans l'offre soient bien destinataires d'une notification concernant ma réponse. Je clique sur OK et je clique sur Publier. Et là, donc, j'ai pu avoir mon élément publié et dans le détail, je peux voir qu'actuellement, ce n'est pas lu. Je ne vais pas faire la démonstration ici puisque je l'ai déjà faite à plusieurs reprises, mais globalement, ici, vous allez pouvoir voir à quel moment l'entreprise aura pris connaissance de votre décision et à quel moment, elle aura été notifiée et à quel moment elle aura pu prendre connaissance. Sachant que nous avons mis dans la nouvelle loi de pays un délai au bout duquel une entreprise, même si elle n'a pas retiré votre élément, elle sera considérée avoir retiré l'élément. Donc, même si elle ne l'a pas retiré, eh bien, par la loi de pays, elle sera considérée qu'elle aura pris connaissance du courrier. C'est un point qu'on verra notamment lors des webinaires qui seront organisés, pour rappel, hop là, sur ces dates-là. Nous vous enverrons les différents thèmes abordés dans chacun de ces webinaires par la suite. Ils doivent encore être déterminés, mais ce sera lors de l'un de ces webinaires qu'on verra cette particularité-là. Je passe à la côté finalisation où je peux simplement créer mon avis d'attribution dans le sens ajouter mon avis d'attribution ici directement. Encore une fois, l'application TALearly ne va pas créer quelque part le document d'avis d'attribution, mais uniquement vous pourrez le déposer. L'obligation de l'utilisation de TALearly s'arrête ici, dans le sens où quand vous débutez l'exécution de votre marché, vous n'êtes plus obligé d'utiliser l'application TALearly. En revanche, nous travaillons aujourd'hui avec l'éditeur à créer un module exécution de marché dans lequel vous pourrez continuer à utiliser l'application TALearly pour continuer à communiquer avec votre titulaire lors de l'exécution de marché par ce biais-là. Notamment, dans le cadre des travaux, on a l'habitude de faire débuter les travaux par un ordre de service, envoyer l'ordre de service par le biais de l'application. Et donc, c'est un module qui aujourd'hui est encore en chantier. Nous travaillons sur celui-ci. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore exactement utilisable tel que nous le souhaitons, mais nous travaillons sur ce sujet-là. Ce sera très certainement l'objet d'un webinaire pour vous présenter le fonctionnement de l'exécution de marché avec TALearly. Nous sommes arrivés au terme de la consultation. Je vais vous présenter les éléments sur le volet de gauche. Historique ici, vous pouvez voir l'ensemble des éléments de votre consultation. Ah, j'ai oublié un truc, excusez-moi. Ma consultation ici, j'ai oublié quelques trucs, excusez-moi. Dans résumé, vous pouvez fermer la procédure ou exporter un rapport. Exporter un rapport, ça va vous envoyer soit un rapport soit en format PDF, soit en format Word, de tous les éléments que vous aurez sélectionnés ici. Ça va vous l'envoyer sur votre adresse mail directement. Et ça va vous envoyer tous les éléments qui concernent cette consultation-là, le dépôt de plis, le retrait de DCE, à quel moment a été ouvert les plis décryptés pour la première fois. Évidemment, il faut que ça corresponde avec la CAO d'ouverture des plis dans le cadre de mon appel d'offres ouvert. Mais voilà, ça vous l'envoie directement sur votre adresse mail, ça ne vous l'envoie pas en téléchargement sur votre navigateur. Et vous avez la capacité de venir fermer la procédure et de venir retirer la procédure de cette tuile-là en attente de décision qui va tout simplement se mettre dans historique. Tout simplement pour garder en fait un accueil
pour votre entité qui soit propre, tout simplement, et qui aille directement dans consultation. Et vous voyez que la consultation se retrouve dans historique et n'est plus présente ici en attente de décision. Vous avez toujours la possibilité de le refaire basculer dans l'accueil en refaisant ouvrir la procédure et donc potentiellement de réaccéder à nouveau au pli crypté, et donc il va falloir le décrypter à nouveau, par exemple. Donc le module exécution qui est là, nous sommes en train de faire des tests en ce moment même, donc pour l'instant on ne va pas en parler. Le journal des événements qui reprend l'ensemble des événements qui ont eu lieu sur toutes les consultations auxquelles vous avez accès dans Accueil. Donc on voit tous les événements que moi j'ai fait ou que un de mes collègues de bureau aurait fait, et je vois également les événements qui sont liés à des opérateurs économiques qui ont tout simplement eu une interaction avec moi pour un des marchés auxquels j'ai accès. Donc c'est vraiment un journal des événements qui retrace tous ces événements-là. Et vous pouvez consulter les notifications qui ont été envoyées liées à cet événement. Les données essentielles qui sont actuellement en chantier pour nous de notre côté, nous allons actuellement, nous sommes en train de faire passer travailler sur cette partie-là pour avoir les données essentielles. Pour les données essentielles, pour résumer ce que c'est, ce sont les données qui concernent les marchés publics, tous les marchés publics passés. Actuellement, c'est du volontariat, mais nous demandons à l'ensemble des services du pays de nous envoyer l'ensemble des consultations, des marchés conclus de l'année N-1, et nous publions dans un format ouvert, dans un format Excel, l'ensemble de ces marchés conclus avec les opérateurs qui ont les titulaires des marchés, les opérateurs qui ont remporté les marchés, présents sur ce document-là. C'est un document, comme j'ai dit, qui est ouvert et qui est donc disponible, parce que ce sont des données ouvertes et aujourd'hui qui sont des tableaux, ce qui est un tableau Excel sur la base de volontariat que nous mettons sur l'Expol, mais ça sera une obligation à venir et ça apparaîtra tout simplement là dans les données essentielles. Et il y a également ce module-là côté opérateur économique. Onglet fournisseur. Quand je clique sur l'onglet fournisseur, vous voyez que j'ai un petit élément qui apparaît en dessous, c'est le sourcing. Ici, c'est tout simplement les entreprises ont la possibilité de se référencer auprès des acheteurs publics et auprès d'autres entreprises. Hein. C'est un annuaire en quelque sorte où elles peuvent indiquer effectivement leurs services, dans le sens où elles peuvent indiquer les produits, les prestations qu'elles peuvent effectuer. Si je tape ici, OK, je vais pouvoir voir les entreprises qui ont commencé à s'enregistrer. Je suis encore sur un environnement pré-production, donc j'ai pas beaucoup d'entreprises qui se sont enregistrées, mais j'en ai quelques-unes qui en sont enregistrées et sur l'environnement de production et sur l'environnement de pré-production, qui est celui-ci. Vous avez la capacité d'ajouter un petit cœur ici qui simplement va vous permettre de retrouver facilement l'entreprise du côté fournisseur. Ah, j'ai un petit problème. Alors, ce sera disponible, mais globalement, vous aurez la possibilité de le retrouver ici. Comme c'est le cas ici pour certaines entreprises. Vous retrouvez aussi ici dans mes fournisseurs toutes les entreprises qui vous ont de base déposé une offre. C'est-à-dire que vous allez retrouver les entreprises ici qui vous ont déposé une offre, et je retrouve ma Somatech où j'ai eu mon erreur qui est déposée ici. C'est-à-dire qu'elle a été, pour le moment, elle est inscrite. Effectivement, j'ai un contact, mais elle n'a pas encore validé sur le sourcing de son côté son inscription. Donc, elle est encore en période de validation de son inscription. C'est pour ça qu'elle apparaît ici en grisé, mais elle n'a pas encore validé dans l'annuaire son compte. Donc, c'est pour ça qu'elle apparaît ici. La signature électronique
qui pour l'instant n'est pas encore obligatoire. Comme je l'ai dit également, pour le moment, c'est un module qui est, enfin, la signature électronique n'est pas obligatoire. C'est un élément sur lequel nous travaillons, la direction de la commande publique, pour encadrer la signature électronique en Polynésie. Nous envisageons une signature électronique qui fonctionnera différemment de celle des signatures électroniques et du fonctionnement de la métropole. Là aussi, ça fera très certainement l'objet d'un webinaire lors de la mise en place de celle-ci. Pour le moment, je n'en parle donc pas. Et le dernier élément qui est du volet de gauche, qui est l'aide des supports. Si vous avez des doutes sur la plateforme, vous ne savez plus comment l'utiliser exactement ou vous souhaitez une précision, vous avez la possibilité de contacter une entreprise locale, hein, qui est ouverte dans ces heures-là, sans interruption, et pour l'appeler soit par téléphone, la contacter par mail ou ouvrir un ticket de support sur lequel vous pourrez expliquer votre problématique que vous rencontrez. Vous avez également ici un accès à des guides acheteurs. Donc ça, ce sont les guides qui ont été faits par l'éditeur du logiciel directement ici. Et nos guides à nous, vous les retrouverez sur notre plateforme Terraillerie, dans vos espaces guides et tutoriels directement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce webinaire et vous souhaite de passer une bonne journée.